téléspectateurs, nous continuons, nous poursuivons bien sûr avec votre émission Passage oblige. Vous êtes en train de nous suivre en local sur la radio-télévision Osana. Vous êtes également sur Star Time, sur canal 119. Vous checkez et ce son et cette image de votre chaîne. Vous êtes également sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux bien sûr. Nous sommes des cœurs avec vous, YouTube, Facebook, ainsi que toutes les plateformes qui nous régissent, bien sûr. Voilà. Alors, en ce jour, nous allons recevoir un médecin. Voilà. Un médecin, il s'appelle Docteur Ami Abel, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons déjà bienvenue, docteur. Merci beaucoup, mon cher Cédric. Merci également à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Déjà, le nom, oui. Ami Abel. Ça va déjà, c'est plus que suffisant. C'est pas suffisant. Non, mais là, le patronyme, il est long. Moi, je m'appelle Amindanga, c'est nom composé. Ami Abel, c'est mon prénom. Je suis médecin, parmi les médecins des hôpitaux en République démocratique du Congo et plus précisément ici à Lubumbashi. Médecin spécialiste? Oui, je suis spécialisant, c'est mon domaine. Et de toute façon, lorsqu'on est médecin, je crois que ça suffit pour tout dire de la santé. Donc, vous êtes également prédicateur de la parole. Ah là, c'est une autre casquette qui ne nous intéresse pas. Bon, sincèrement, je suis chrétien et je suis fier de l'être. Partout où je passe, je n'aurai jamais honte de dire tout que je le suis. Des confessions, pratiquant également, c'est toute une vie et c'est pour toujours. Vous êtes fier? Très fier. Et puis vous n'avez pas peur non, c'est impossible qu'on ait peur lorsqu'on est dans la cour du plus grand de tous. Quand on a Elohim, quand on a le Seigneur Jésus pour appui, on ne peut avoir peur de rien. On doit rester des marbres, loin de toute intimidation, même spirituelle. C'est vraiment l'assurance totale et nous devons en être fiers au plus haut point. Quand on vous écoute prêcher, on a aussi l'impression d'avoir un docteur. Bon, ça, c'est autre chose. Personnellement, j'ai cette relation personnelle avec le Seigneur. Mais il s'est fait que moi, je fais les humanités littéraires gréco-latines. Et la Bible, pour sa partie du Nouveau Testament, a été écrite en grec. Alors, il s'est fait que lorsqu'on suit, généralement lorsqu'on prêche, il y a quand même des torsions qui ne passent pas. Et sincèrement, on voudrait ramener les gens dans ce qui a été écrit, en faisant de la philologie, en étudiant les textes anciens pour nous remettre dans le contexte, pour donner la vraie parole, non diluée, parce qu'aujourd'hui, l'évangile est tellement dilué qu'on n'en voit plus la puissance. Alors, il faut rechercher ce que le Seigneur a dit exactement. De là, la foi naît, comme le dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend? C'est la parole de Christ. Mais en grec, c'est le mot rima ou rema en français, ce qui signifie la parole annoncée, donc la parole qui est à propos. Alors que le logo, c'est la parole générale de Dieu, elle est générique pour tous les cas. Mais lorsqu'on va être spécifique, c'est simplement cela. Nous l'aurons, très chers téléspectateurs, restez sur votre soif, bien sûr. Nous l'aurons également dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, très sollicité par les médias ici à Lubumbashi. Ça fait de vous une star de la télé. Bon, je n'en ai pas les statistiques, mais si ça semble, c'est une bonne chose. Voilà, avec lui, nous allons parler d'un sujet considéré comme tabou, ici chez nous en Afrique, en République démocratique du Congo et même partout ailleurs. Ce n'est pas facile de parler sexualité, surtout que nous avons cette peau, voilà, et que c'est pas vraiment facile, docteur, de parler sexualité. Bon, mais c'est actuellement la médecine la plus riche. Si on veut se spécialiser en médecine et avoir beaucoup d'argent, si tel est notre objectif, je crois que la sexologie vaut son pesant d'or. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde, presque tout le monde. Nous tous, à un certain moment, on peut être atteint de ce problème d'impuissance sexuelle, la dysfonction érectile chez l'homme, la frigidité chez la femme, et ça met le couple en péril. Voilà pourquoi il faudra y penser. Voilà pourquoi il faudra y penser. Vous êtes à Lubumbashi, vous vivez dans les mêmes conditions que nous, et vous savez qu'actuellement, il y a plusieurs maisons qui fabriquent des boissons, de l'eau et tout ça. Et parmi celles qui sortent du lot,
il y a ces boissons avec gingembre, ces boissons avec l'énergie que les hommes utilisent, soi-disant pour se refaire la santé. Et le message qui accompagne ces boissons, c'est ce message-là qui tique un peu. Il y a des boissons dont on détermine un nombre, une litanie de maladies qu'une boisson guérit, et tout ça, c'est un peu de l'imbroglio dans le chef de la population louchoise d'une manière particulière et congolaise d'une manière générale. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à vous afin que nous puissions un peu entrer en profondeur de ce sujet. Et déjà, vous faites également cet état de lieu. Oui, oui, bon, de toute façon, on doit d'abord dire halte à la désinformation. Par rapport à cette vérité-là, entre guillemets, je dirais oui, je dirais non également. C'est vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel, qu'on appelle également les coïts, la relation sexuelle, la relation intime, tout ce que vous savez là, c'est d'abord quelque chose qui demande de l'énergie. C'est comme du sport. On ne peut pas faire un exercice, une activité physique sans auparavant avoir songé à avoir assez d'énergie. C'est très important. Ce n'est qu'à ce niveau que ça semble vrai. Si toute boisson peut connaître du sucre, ça peut donner de l'énergie, je crois que c'est correct. Voilà. Parce que parmi les préalables à un bon rapport sexuel, il faut vraiment de l'énergie. Lorsqu'on est en perte de vitesse sur le plan énergétique, on va ne pas vraiment faire plaisir à l'autre, surtout à la femme, parce que le rapport sexuel en soi, c'est un devoir pour la femme vis-à-vis de son homme, mais c'est un droit au plaisir pour la femme vis-à-vis de son mari. Donc c'est important de le savoir. Mais dire que ça fait ce que ça fait là, non. On croirait que ce sont des produits aphrodisiaques. Je ne suis pas chimiste, mais en tant que médecin, lorsqu'on prescrit un produit, on en connaît deux choses. Il y a la pharmacodynamie et la pharmacocinétique. Quand on dit pharmacodynamie, on voit ce que le médicament fait sur l'organisme, et l'autre, on voit ce que l'organisme fait du médicament. À ma connaissance, et c'est documenté, toutes ces boissons énergisantes-là ne peuvent qu'apporter de l'énergie. C'est important de le savoir. Mais dire qu'on a ajouté un produit, vous voyez peut-être de l'alcool, l'alcool ce n'est pas un bon produit pour ce qui est de la vie sexuelle. C'est comme un élastique. Plus vous tirez, à un certain moment, ça ne va pas revenir. Voilà. Et ça va plutôt créer une addiction. Ça va commencer par une tolérance et puis une accoutumance. Lorsqu'on arrive au stade de la dépendance, à la fois physique et psychique, ça devient une maladie. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, il y a plusieurs études également qui démontrent que d'ici 2025, en Afrique, le taux de prévalence de la dysfonction érectile sera multiplié par 3. Et c'est cette santé tropicale qui en parle. On annonce même des chiffres de 322 millions d'Africains qui seront atteints. Est-ce un problème sérieux qui est en train de gangréner la population louchoise aujourd'hui? Oui, pour être sincère avec vous, je suis flatté par ces statistiques, mais je les trouve un peu minimaliste. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Vous savez, l'Afrique, c'est la terre d'avenir. Bientôt, dans quelques années, je ne suis pas démographe, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. Et on aura au-delà des millions, même des milliards de personnes qui seront concernées par ce problème. Alors, en matière de sexualité, voici la clé. Avant de toucher à ce qui est médicament, à ce qui est aphrodisiaque, il faut d'abord apprendre à la personne ce qu'on appelle le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est à la fois un art, comme chez tous les animaux, bien sûr, les primates, les mammifères, mais également une science. Et à ce stade-là, nous sommes en droit d'éduquer le couple, même le jeune. Déjà, lorsque on dépasse la puberté, chez la fille, vous savez, c'est de 10 à 12 ans, c'est déjà la puberté. Et chez le garçon, c'est un peu tardif, de 11 à 13 ans. Lorsqu'on dépasse cet âge, on doit bien connaître ce qu'on appelle la sexualité, sinon on court à la dérive. Alors, lorsqu'on comprend ce que ça signifie rapport sexuel, déjà dans 80%, on aura résolu le problème, sauf dans quelques cas exceptionnels où tout peut être du point de vue psychique, et puis peut-être des maladies subsidiaires à l'état de santé peu flatteur du commun des Africains. Alors, 9 personnes, 9 patients
sur 10, comme on venait de le dire, aux États-Unis, ont des problèmes de sexe et n'en parlent pas. Bon, c'est important parce que c'est un tabou. Hein, c'est un tabou. Que faire pour... Non, c'est un tabou, c'est un problème de méconnaissance. Mais en principe, la première victime dans ce domaine, c'est toujours la femme. Je ne vois pas un seul homme vraiment s'en plaindre. Lorsque vous êtes en consultation, même localement, devant 10 femmes mariées, au moins 7 se plaindront d'avoir des moments de rapport sexuel sans satisfaction. Et cela va leur créer des problèmes à la longue. J'aimerais faire une petite incise. Vous verrez des Russes, des Britanniques, des Européennes quitter leur continent. Alors elles ont frôlé la centaine et au-delà. Elles viennent chercher de moins âgés qu'elles pour ce qui est de l'appétit sexuel. On peut condamner, mais du point de vue scientifique, on comprendrait que ces femmes connaissent le fonctionnement de leur organisme. Ça, c'est très important. Un autre élément ici chez nous, vous voyez le veuvage. À 30 ans, à 35 ans, une femme peut jurer sur la fidélité d'un défunt de son défunt mari. Et puis elle va rester comme ça tout au long de sa vie. Mais généralement, ce que vous allez constater, ces femmes-là ne vivent pas le plus longtemps sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit. L'organisme qui était habitué à ceci, cela, pratiquement toutes les nuits, toutes les nuitées, et puis à un moment, c'est brusque, sans préavis, ça va poser problème. Ça, on ne le sait pas. Alors, cette éducation sexuelle, ce n'est pas toujours de l'apanage du médecin. Ce n'est pas seulement les médecins. Nos pasteurs devraient faire la même chose. Nos leaders d'opinion devraient faire la même chose. Le journaliste, les communicateurs, tout le monde devrait être concerné. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à tout le monde. Vous savez, ici, je ne pense pas avoir 10% de le choix des Congolais, des Africains qui ont leur médecin personnel. Ça n'existe pas. Alors qu'en Europe, chaque famille a son médecin et puis chaque femme a son gynécologue. C'est vraiment la règle. Et à ce niveau-là, on peut se fier. Vous savez, on a toujours dit 3 personnes à qui on doit dire la vérité. C'est son pasteur ou son prêtre, son avocat et son médecin. Alors, mais nous, on a ce problème-là parce que, vous savez, c'est des contrats, c'est des consultations contractuelles pour 30 minutes, 1 heure, et la personne peut partir sans revenir. Mais si on peut avoir cette relation avec la patiente, avec le patient, facilement on nous dira la vérité. Mais attention, tout le monde, je puis dire ça sans peur d'être contredit, connaît à un certain moment un problème, des dysfonctions érectiles pour les hommes, d'anédonie pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la limite entre ce qui est normal, ce qui est idéal et ce qui est pathologique, ce qui est mauvais. Alors si on peut avoir l'idée ainsi de suite, je peux vous faire une autre confidence. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées, surtout certaines cultures, les Luba, ainsi de suite. Ces femmes-là, depuis qu'elles sont mariées jusqu'à leur mort, n'ont jamais atteint l'orgasme. Or, l'orgasme, c'est le summum du plaisir sexuel, c'est les paroxysmes. C'est tout ce qu'on recherche lorsqu'on fait du rapport sexuel. Pourquoi? Quand on atteint ce moment-là, on produit des amphétamines, des endorphines, des hormones de bonne humeur, même des hormones d'attachement, ce qui nous permet de dégager des pulsions négatives accumulées à longueur de journée, ainsi de suite. Alors, si le Créateur a créé les organes de copulation, en l'occurrence les pénis pour l'homme et le vagin pour la femme, ça vaut son pesant d'or et nul ne me contredira. Mais s'il faut contextualiser dans le domaine religieux, dans le domaine culturel, bien sûr, il faut avoir des garde-fous. Mais le rapport sexuel, il vaut son pesant d'or et ça doit être plutôt un cycle vertueux. Voilà. Le rapport sexuel vaut son pesant d'or. Parole, bien sûr, du docteur Ami Abel, que nous sommes en train de recevoir dans cette émission. Alors, docteur, au regard de tout ce qui précède, on peut se poser certaines questions. C'est quoi la faiblesse sexuelle? Ah oui, c'est très important. Lorsqu'on parle de faiblesse sexuelle, ça dépend de l'homme, ça dépend de la femme. Déjà, chez l'homme, tout se regroupe en un mot, en une expression générique qu'on appelle dysfonction érectile. Et là, il faut contextualiser. Il y a des hommes qui sont dans l'incapacité d'obtenir une érection normale, ce qu'on appelle une anérection. Et lorsqu'il n'y a pas d'érection, on ne peut pas faire une pénétration chez la femme. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rapport sexuel. Il y a des hommes qui peuvent avoir cette érection, mais ça ne va pas traîner. On va éjaculer le plus tôt. Ça s'appelle éjaculation précoce. C'est un problème. Alors, tout ça, ça fait partie de cela. Non seulement ça, on peut avoir une bonne érection, on peut prendre le temps, mais si on ne connaît pas ce qu'on peut dire la gymnastique sexuelle, la partenaire peut ne pas être satisfaite. Ça, c'est du côté homme. Du côté femme,
tout d'abord, c'est au niveau du plaisir. Lorsqu'on n'a pas de plaisir, ça s'appelle une anédonie. Et lorsqu'il n'y a pas d'anédonie, ça peut amener à ce qu'on appelle une anesthésie sexuelle. Et lorsqu'on est dans cet état de choses chez la femme, on peut parler de fragilité. Mais pas respect pour l'homme, vous savez. Hein, le sexe aime, c'est toujours le caractère dominant. La femme pourrait céder, sembler faire des choses comme s'il s'agissait de rapports sexuels dits cadavériques. Vous savez, lorsqu'on fait, je ne sais pas, pour la nécrophilie, mais il y a des gens qui font des rapports sexuels cadavériques avec leur partenaire parce que la personne ne réagit à aucun stimulus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plaisir. On est facilement dans ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle. Toujours selon santétropicale.com, la dysfonction érectile constitue, avec l'éjaculation précoce, les 2 maladies les plus rencontrées en médecine sexuelle. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est bien dit. Ça concerne l'homme. C'est ce que je vous dis. Hein, le bourreau, c'est d'abord l'homme. Rarement la femme, c'est l'homme. Et l'homme, c'est au nom de l'autosatisfaction. Pourquoi? Lorsque l'homme libère le sperme, ce qu'on appelle l'éjaculation, c'est fini pour lui. Il a atteint l'orgasme. Hein, pour lui, les paris atteints. Mais la femme, ça peut prendre du temps. Et là, ça vaut au niveau d'abord de ce qu'on doit savoir. Et là, j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse, un peu de temps, expliquer ce que ça signifie un bon rapport sexuel. Pour qu'il y ait un bon rapport sexuel, ça ne demande pas d'avoir des organes de copulation longs ou que sais-je, un pénis long. Non, c'est d'abord de préalable. Le premier préalable, c'est au niveau du cerveau. Lorsque psychiquement, on n'est pas en bonne santé, sincèrement, on ne peut pas faire un bon rapport sexuel. On est endeuillé, on fait une dépression, on a des soucis, on met toutes les dettes sur notre nuque. Sincèrement, on ne fera pas un bon rapport sexuel. Le deuxième préalable, c'est au niveau de l'énergie. Vous venez d'un jeûne et prière à sec, 3 jours, et vous voulez faire un rapport sexuel. En tout cas, il n'y aura pas de démons, mais vous ne réussirez pas. C'est important de le savoir. Et il faut de l'énergie. Et lorsqu'on parle d'énergie, voyez ce que le joueur de foot, de basket, de volley prennent pendant la mi-temps. Ça donne de l'énergie dans l'immédiat. C'est ce qu'il faut à une personne qui veut passer son rapport sexuel. C'est qu'il donne de l'énergie dans l'immédiat. Et du point de vue nutritionnel, ce ne sont pas les lipides et les graisses, ce sont des réserves d'énergie. Il faut prendre plutôt une source d'énergie, ce qui produit l'énergie. Voilà pourquoi quand vous allez en Europe, partout ailleurs, dans des chambres d'hôtel, il y a toujours un petit frigo où on met des sucreries. Ça explique cela, dans ce sens que on peut avoir des rapports sexuels, on peut être en panne énergétique et puis on a besoin d'énergie. Le troisième préalable, c'est tout au point l'hygiène du corps, ainsi de suite. Si le cadre n'est pas idéal, il est des femmes, il est des hommes qui peuvent facilement baisser d'intensité par rapport à cela. Ça, ce sont les 3 préalables. Quand on dit préalable, c'est des prérequis, c'est des conditions préalables qu'il faut observer s'il faut réussir le pari. Et par rapport au rapport sexuel lui-même, on parle de 4 étapes, mais généralement chez la femme, la 4e étape n'existe pas et je vais m'expliquer. La première étape, c'est la phase préliminaire, la phase préparatoire, c'est l'excitation sexuelle avec différents stimuli. La différence, la voilà. Chez l'homme, c'est 3 à 5 minutes, la personne elle est excitée, l'homme est excité. Et la preuve que l'homme est excité, c'est l'érection. Lorsque l'homme a fait son érection, c'est fini, il peut passer à l'acte parce qu'il est déjà excité. Mais chez la femme, non. Chez la femme, c'est la lubrification du vagin. Et cela intervient en moyenne dans 20 à 30 minutes. Mais imaginez quand on finit un rapport dans moins de 10 minutes. En aucun jour, la femme ne sera satisfaite. Exactement. Probablement, à moins qu'elle soit en ovulation. Là, c'est une exception qui ne fait qu'une journée, qu'un jour sur le 28 ou les 30 jours pour le calendrier, pour le cycle d'une femme. C'est important de le savoir. Alors, la femme, ça prend 20 à 30 minutes. Donc, pour commencer un bon rapport sexuel chez la femme, il faudra observer ce temps-là d'excitation. Les stimuli visuels, c'est plus chez l'homme. Les stimuli auditifs, c'est plus chez la femme. Et chez le dé, ce sont des stimuli tactiles. Alors, il faut aller de la tête aux pieds. C'est important. Et chaque partenaire devrait connaître la partie du corps qui excite le plus son ou sa partenaire. Voilà. Et si on ne connaît pas ça, en aucun jour, si on peut la satisfaire ou le satisfaire, ça sera occasionnel. Quand c'est occasionnel, c'est aléatoire, c'est hasardeux. Mais on veut être systématique. À chaque coup, frapper fort. Donc, vous voyez, ça prendra beaucoup de temps. Et la preuve que la femme est excitée, c'est la lubrification du vagin. Et pourtant, il y a des femmes qui veulent utiliser de la poudre pour sécher leur muqueuse vaginale. C'est anti-médical. Ça va leur faire du mal à moyen ou à long terme parce que ça peut favoriser des infections urogénitales ou vaginales, que sais-je. La deuxième chose, c'est le deuxième temps du rapport sexuel, c'est la pénétration qui doit être
artistique. Généralement, c'est un moment capital si on veut faire plaisir à son ou à sa partenaire. Et après, il y a les mouvements de va-et-vient. C'est là qu'intervient l'art. Chacun à son niveau. Si on est singe, si on est porc, si on est bouc, si on est bélier, on le fera à sa façon. Ça veut dire, ça intervient ce qu'on appelle des positions. Et je précise que la position du missionnaire, la femme couchée sur les lits, l'homme dessus, étendu comme si c'était à la croix, ne peut jamais satisfaire une femme. Cette position dite du missionnaire n'est importante que pour rendre la femme enceinte. C'est tout simplement pour la procréation. Mais s'il faut satisfaire, il faut tenir compte du point G, du point de Grafenberg, qui est à 5 cm de l'orifice vaginal. Donc ça veut dire, quelle que soit la longueur du pénis, si on sait bien adapter des positions, on ne peut que faire plaisir à sa femme. C'est important de le savoir. Et ça prend du temps, ainsi de suite. Le troisième temps, c'est l'orgasme. Chez l'homme, c'est l'éjaculation. Et si l'homme il a son problème, ça viendra. Mais cela n'est pas le problème. Hein? Ce n'est pas le problème. Alors, si l'homme arrive au niveau de l'orgasme, finalement, c'est la quatrième partie, le quatrième moment, c'est le retour à la normale, la résolution. Le sexe de l'homme tend à redevenir normal à l'état de flaccité sans érection. Et là, un homme normal, c'est là qu'il doit garder un faux mouvement, un faux temps pour rentrer au deuxième rapport. Parce que le deuxième rapport, il est meilleur que le premier. Le troisième meilleur que le deuxième, le quatrième meilleur, ainsi de suite. Et ça prend du temps. Donc, si on a un problème d'éjaculation précoce, on peut gérer le quatrième temps de son rapport sexuel et puis combiner. Voilà pourquoi il faut de l'énergie. Mais chez la femme, la troisième partie ou le troisième temps du rapport sexuel, l'orgasme, cela pose un problème. La femme peut sembler éjaculer, oui, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est facile pour les mariés et pour les gens qui font des rapports sexuels de le comprendre. On va voir la femme se perdre. Le cœur va battre vite, elle peut même respirer vite. Elle sent comme s'il y a de l'eau qui tombe sur elle parce qu'il y aura une contracture de muscles périnéaux et vaginaux. C'est ça son signe qu'elle a atteint l'orgasme. Et après, elle va se reposer puisqu'elle aura produit des endorphines, des hormones de bonne humeur, ce qui lui permet de dégager les tensions. Mais rarement, s'il y a des mariés qui nous suivent, même au moins tous ceux qui ont passé des rapports sexuels, à quel moment ont-ils déniché ce moment chez leur partenaire? Peut-être pas jamais. Pourquoi? Parce qu'on est égoïste, on n'y pense pas. Et vous voyez, si la femme atteint l'orgasme, la phase de résolution n'existe pas chez elle. Elle peut facilement combiner le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au énième rapport sexuel. Voilà pourquoi les prostituées peuvent aller avec autant d'hommes en une nuit, sans se fatiguer. C'est leur nature. Or, lorsqu'on est dans un couple, la femme nous doit fidélité. Et s'il nous doit fidélité, nous les hommes, nous leur devons droit au plaisir. Alors, c'est important de le savoir. Je ne suis pas là pour encourager la fidélité de la femme, mais je demande aux hommes, lorsqu'on est je demande à l'homme qui est sur sa femme, avant de descendre de sa femme, il faut lui poser la question sincère et honnête, dans un dialogue franc, si réellement elle a atteint l'orgasme. C'est très important. C'est très important, très chers téléspectateurs. La matière est vraiment abondante et ça fait vraiment plaisir à tous les mariés, mais aussi à ceux qui projettent de se marier parce que on a trouvé que c'est un sujet tabou et on devra le faire pour ainsi planter un nouveau décor dans nos foyers. Alors, parlant des causes, il y a le docteur Boukari Cabré du Burkina Faso, qui est urologue et andrologue, qui a dit ceci: la dysfonction érectile est un signe de maladie cardiovasculaire. Est-ce que vous êtes de cet avis, si on devrait ainsi parler de certaines causes de faiblesse sexuelle? Bon, les confrères, les collègues, l'aîné probablement, il est dans un débat hautement scientifique. Mais je peux me permettre d'être au niveau de ceux qui nous suivent, qui ne sont pas du domaine. Alors, lorsqu'on dit qu'on peut avoir une dysfonction en cas de cardiopathie, des problèmes cardiovasculaires, c'est vrai. Parce que quand on dit l'érection chez l'homme, ce sont les corps caverneux. Vous voyez, le pénis, il y a le corps spongieux et 2 corps caverneux. Et quand ça se remplit du sang, c'est ce qu'on appelle l'érection. Quand on parle du sang, on voit le système cardiovasculaire, on voit le cœur. Alors, le cœur, c'est une pompe à la fois.
aspirante et refoulante. C'est tout ce que le cœur fait. Alors, lorsque le cœur est malade, il sera défaillant. Cette défaillance du cœur aura des répercussions partout. On parlera sang, partout on parlera circulation sanguine dans notre organisme. Et à ce stade-là, ça va s'expliquer. Mais le mécanisme, c'est beaucoup plus profond que celui-là. Tout ce qu'il faut dire aux gens, c'est quoi? C'est important ce qu'il a dit. Aux États-Unis, une étude a prouvé depuis 2 années que les maris ou les mariés qui font des rapports sexuels réguliers, bien sûr des rapports sexuels complets, hommes satisfaits, femmes satisfaites, ce gens-là courent moins de risques de développer des maladies cardiovasculaires que les célibataires. Donc le rapport sexuel, c'est quand même une prévention, entre guillemets, des maladies cardiovasculaires. Voilà. Oui, parce qu'on dégage les tensions. C'est important quand vous sécrétez des hormones. Les hormones, ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées principalement au niveau des organes clés comme le cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse, et qui vont avoir des répercussions même à distance en suivant le mouvement de la circulation sanguine. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à cela? Ça veut dire, si un homme, si une femme développe une maladie cardiovasculaire, il faut faire attention au rapport sexuel. Même si on a en plein rapport sexuel, on a le devoir de satisfaire son ou sa partenaire. Lorsque l'organisme dit halt, il faut savoir stopper, c'est important. Et puis, quand on a déjà un problème cardiovasculaire, il faut faire attention avec les produits-là, les aphrodisiaques-là, qu'on prend avant les rapports sexuels. Vous avez déjà entendu parler des hommes, même des femmes, qui trépassent sur les lits conjugaux. Ah oui, c'est à cause de cela. C'est important de le savoir. On est malade. En principe, quand on est malade, on n'est pas en forme, on est faible. L'exercice physique est interdit. Et si l'exercice physique est interdit, le rapport sexuel, c'est la même chose. C'est important. Alors, quelles en sont les autres causes que vous connaissez? En principe, nous en médecine, on est maître systématique. Parce que Boileau l'a dit. Qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour les dire viennent aisément. Alors, les causes, dans la majorité des cas, en tant que clinicien, c'est d'abord psychique. Lorsque la femme déteste son mari, il est tout à fait normal que sur le plan sexuel, elle ne soit pas à point. Donc, pour faire bien le rapport sexuel, l'amour doit primer sur tout. Et cela va avoir des répercussions sur le cerveau. Donc, le cerveau, c'est le plus grand organe sexuel. Ça, il faut le savoir. Donc, si on a des problèmes sur le plan psychique, vouloir faire un rapport sexuel de qualité, ça semble un peu illusoire, chimérique. Il faut le savoir, c'est important. Donc, hormis les causes psychiques, on peut avoir des causes organiques, des causes physiques. Et parmi ces causes, on a des infections. Lorsque une femme a une cervicite, elle a une vaginite, par exemple, lors des rapports sexuels, elle aura des douleurs qu'on appelle des dyspareunies. Donc, à l'évocation d'un rapport sexuel, elle se représente, c'est que ce sera ces douleurs physiques qui vont causer un péril moral. Alors, cette femme peut ne pas être à point, c'est important de le savoir. Des causes organiques, bien sûr, au niveau des organes de copulation, des organes du système urogénital, il y a des organes voisins. Un homme qui a un problème, une infection urinaire, un problème au niveau de sa prostate, un problème au niveau urétral, même au niveau des reins, ça peut avoir des répercussions sur son organe de copulation, ainsi de suite. Lorsqu'on a des hémorroïdes, les hémorroïdes, ce n'est pas ce que les gens racontent, non. Les hémorroïdes, c'est la dilatation des veines anales anémo. Ça peut être externe, ça fait même un prolapsus, on sait le voir, on sait le toucher, soit ça peut être interne. Et là, le signe, c'est généralement des douleurs à la défacation. Quand on va faire matière fécale, on va à la selle, on a mal. Et puis il y a du sang rouge vif qui sort lors de la défécation. Alors ces bourrelets-là, ces hémorroïdes-là peuvent avoir des répercussions sur l'organe de copulation. Et là, on peut accuser un problème chez la femme. Mêmement, chez l'homme plutôt, chez la femme aussi. Lorsqu'on a des myomes utérins, par exemple, on a aussi des problèmes au niveau de la vessie. On a aussi des problèmes au niveau des reins, des uretères, des organes voisins. On peut avoir d'autres maladies comme des cancers du côlon, du rectum, ainsi de suite. Ça va avoir des répercussions sur cela. Et d'autres maladies systémiques comme le diabète, comme l'hypertension, ça peut entraîner un problème d'impuissance sexuelle chez les deux. Voilà pourquoi, lorsqu'on est diabétique, à la longue, si son taux de sucre n'est pas normalisé, on peut finir par se prendre des dysfonctions érectiles. Et là, il faut un boosting à chaque fois pour avoir un rapport sexuel idéal. Voilà, donc vous voyez, il y a tellement de causes qui peuvent expliquer. Voilà pourquoi on ne soigne pas un problème de rapport sexuel directement avec les médicaments. Il faut d'abord préciser ce qui en est la cause. En médecine, ce n'est secret pour personne. Lorsque vous connaissez la cause, vous pouvez dire
que cette maladie sera guérie ou pas. Parce que s'il y a un médicament idoine que l'on fera correspondre à son mal profond, je crois qu'on peut sortir de l'ornière, on peut sortir du gouffre même le plus profond et fumer son calumet de la paix. Parce que vous avez cité les hémorroïdes, c'est ce qui est beaucoup plus en vogue ici chez nous. Il y a des praticiens qui circulent à longueur de journée sur la ville, qui sont sur des radios-télévisions, qui parlent des hémorroïdes et qui les pointent du doigt comme la cause principale des problèmes sexuels de la population louchoise ici. Alors, est-ce que il y a cette vérité-là par rapport à ces hémorroïdes, par rapport à ce qui nous est dit? Bon, je voulais saluer mes amis herboristes, tradipraticiens. Moi, je suis médecin réformé. Ça veut dire dans ma formation en 3e doctorat, on a eu des cours de médecine traditionnelle et il y en a qui sont venus nous parler de ce qu'ils font. C'est important. Pourquoi j'apprécie? Parce qu'avant la venue de Blancs, des colons, avant notre système de colonisation, les Noirs tombaient malades, les Pygmées, les Bantous, les Nilotis, ces gens tombaient malades, mais ils se faisaient soigner grâce aux plantes, grâce aux substances d'origine animale, aux minérales, et ainsi de suite. Voilà pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit voilà, tout le monde n'aura pas accès à la médecine moderne qui est de plus en plus coûteuse. Alors si on peut leur permettre d'avoir des médicaments à leur guise, c'est pas du tout dangereux. Mais attention, les pièges, le voilà. Tout le monde s'improvise en un jour docteur comme ils aimeraient bien se faire appeler. Là n'est pas le problème. Mais leur problème, ce sont leurs produits. Lorsqu'on les maîtrise pas, on doit être sincère. Vous savez, moi, je suis médecin. Quelqu'un qui vient avec un problème au niveau des sommeils, je ne suis pas ophtalmologue, je vais lui demander d'aller voir l'oculiste ou l'ophtalmologue. C'est important. Lorsque quelqu'un vient avec sa dent, je peux soigner une carie débutante, mais lorsqu'il s'agit d'une extraction dentaire, je ne suis pas dentiste, je vais le référer. Je suis interniste, la femme tombe enceinte, je vais la référer son obstétricien. Chez nous, c'est la règle et ça ne nous diminue pas. Mais ce genre-là, probablement, il n'a pas eu ce qu'il pouvait avoir, il se permet de tout se soigner. Et là où ça fait mal, c'est quand vous proposez un médicament qui soigne à la fois une malformation, un cancer, une maladie infectieuse, une maladie systémique, donc des maladies qui n'ont pas la même cause. Et là, on trouve de la farce. Ça, on voit du charlatanisme. Et là, c'est condamnable. Pourquoi? Parce que si le produit n'est pas adapté, ça devient un poison. Sachez-le, tout ce qui est non en médecine, c'est un toxique. Quand quelqu'un meurt dans une rivière, qu'est-ce qui le tue? C'est l'eau. L'eau, c'est un poison, ça peut tuer. N'importe quel médicament, c'est un poison. Même la nourriture en excès, ça peut tuer. Alors, lorsqu'on ne maîtrise pas la pharmacodynamie, la pharmacocinétique de ce qu'on propose, on devient un assassin. C'est là que ça pose un problème. Mais pour ceux qui sont sincères, qui se limitent, c'est important. Alors, dire que les hémorroïdes peuvent avoir des répercussions sur le plan sexuel, c'est vrai. Et j'accepte, mais attention. Et vous savez, c'est important, le brûlé hémorroïdaire, ils ont des produits pour ça, hein, j'en connais, ma mère m'en a parlé, et ça donne des produits, c'est très important. Mais attention, il y a des contre-indications. Il y a des médicaments qu'une femme enceinte, une femme allaitante ne doit pas prendre. Voilà. C'est là leur limite. Ils devraient collaborer avec... En principe, ce genre-là devrait collaborer avec un cabinet médical. Voilà, docteur, moi j'ai tel produit qui soigne un problème sexuel. Parce que pour les troubles sexuels, des fois, on leur tend la main. Hein. Pour les hémorroïdes, on leur tend la main, on doit être honnête, si leurs produits soignent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème du médecin. Vous savez, il y a le pharmacien, le pharmacologue, le chimiste. C'est toute une chaîne. Le médicament, ce n'est pas le médecin qui le produit. Le médecin, lui, on lui présente le produit. Et voilà, il lit, il comprend. Et puis, voilà, lui, il soigne. Parce qu'en médecine, on ne soigne pas la maladie, on soigne le malade. Donc, on peut avoir 3 personnes qui ont la même maladie, mais elles n'auront pas les mêmes types de traitements. Voilà. Exactement. Ça, c'est important. Donc, si le tradipraticien, l'herboriste, hein, il ne doit pas être omnipraticien, mais il a un produit efficace qui donne ce preuve. On va voir, on dit voilà, ça, tu peux aller, attention, il est enceinte, tu stoppes d'abord, voilà, on va lui parler. C'est tout ce qu'il faut faire. Et s'il y a cette interdisciplinarité chez eux, je pense que le Congo irait de loin. Et là aussi, c'est le ministère national de la recherche scientifique qui doit être interpellé. Si nos tradipraticiens peuvent soigner des maladies comme celle-là à moindre coût, pourquoi pas en faire des produits phares de notre pharmacopée, de produits purement congolais. Les Chinois peuvent se pavaner dans leurs plus beaux atours parce que leur médecine aujourd'hui s'impose, même s'il y a aussi des dérives et des dérapages.
Là, c'est le problème. Mais je leur tends la main, je les salue pour ceux qui font le travail. Mais ceux qui associent plantes et pratiques fétichistes, là, c'est un danger. Là, c'est un danger pour ceux qui combinent plantes et pratiques fétichistes. Très chers téléspectateurs, il faut savoir où aller, savoir chez qui poser son problème afin d'en trouver une solution. Parce qu'on parlait toujours des hémorroïdes qui sont aussi l'une des causes par rapport au problème des faiblesses sexuelles. Il y a ici à Lubumbashi un mot qui sort du lot, Kilondantumbo. Oui. C'est quoi scientifiquement? Non, je ne saurais pas répondre. Vous savez, il doit y avoir des anthropologues ou des sociologues médicaux. Ils devraient s'occuper de ces questions-là. Mais lorsque le malade vient avec ce mot-là, nous, on essaie un peu d'en préciser le contexte. Bon, vous savez, quand on consulte, il y a les motifs de consultation, la plainte ou les plaintes du malade, dont le malade se fleurit. Mais nous, au niveau du complément d'anamnèse, on doit en préciser toute l'étendue. On doit connaître les tenants et les aboutissants de ce qui fait mal à notre client. Voilà, quand on dit qu'il en tombe, ça peut être beaucoup de choses. En principe, ça peut être carrément des coliques abdominales ou des hypogastralgies, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Généralement, une constipation, ça peut être appelé par ça. Peut-être une alternance de la diarrhée et de la constipation, ça peut être appelé par ça. Et lorsqu'on fait des examens, ça peut être une salmonelle, une fièvre typhoïde, ça peut être une amybia, ça peut être une verminose des vers intestinaux, ainsi de suite. Des médicaments qu'on peut facilement guérir par un déparasitage ou bien par une antibiothérapie. Ça peut être également des hémorroïdes. Ça peut être d'autres syndromes beaucoup plus spécifiques comme la queue du cheval, une dyscarthose, des problèmes au niveau de la colonne lombo-sacrée. Ça peut être également un problème de dysfonction érectile. Ça peut être également des infections urogénitales. Voilà pourquoi lorsque la personne vient pour ça, on lui pose des questions et il est des examens qu'on demande dans le sang, dans les urines. Au besoin, une imagerie médicale comme une échographie pelvienne, ça peut déjà résoudre le problème. Et on n'en a jamais eu de problème, on résout ça souvent sans faute. Sans faute. Est-ce que c'est dû au climat de Lubumbashi ou bien parce que ça se retrouve beaucoup plus ici? Non, non, c'est partout. Il faut faire la part des choses. Vous savez, une intoxication alimentaire, vous mangez dans une fête des repas avariés, tout le monde aura ça, même si vous vivez à Barcelone ou si vous vivez à Kuala Lumpur ou bien à Lima au Pérou, vous pouvez avoir des problèmes. Mais ici, c'est ce que je vous ai dit. Ce sont des sociologues, voilà. Ce sont des anthropologues qui devraient vraiment nous donner les tenants et les aboutissants. Ils nous écoutent, mais c'est un problème. Donc, un médecin peut faire l'anthropologie, hein. Un anthropologue peut faire aussi la médecine ou s'informer. Et ça va nous aider parce que nous, on est au cabinet, on n'est pas sur les terrains, on ne fait pas de recherche opérationnelle tout le temps. Voilà, donc, voilà, nous sommes un peu cheminés vers la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, la matière est tellement abondante. Alors, docteur, oui. Comment vous faites la prise en charge? Oui, la prise en charge, beaucoup plus de, je parle de ce qui me concerne. Voilà, lorsqu'on aime la sexologie, voilà, beaucoup plus de l'éjaculation précoce qui est... Oui, bon, vous savez, quand vous dites éjaculation, bon, le gynécologue est concerné, l'urologue est concerné, l'andrologue, comme on a dit. Ce sont des médecins qui s'occupent de ce qui concerne l'appareil urogénital de l'homme. Voilà, quand il y a une dysfonction érectile, il faut d'abord exclure une expérience sexuelle. Vous avez un jeune qui vient de se marier. Et ça, je fais toujours rire le jeune. Je dis, bon, vous prenez en mariage une femme qui a joué comme Cristiano. Il a joué au Sporting de Lisbonne, à Manchester United, au Real, et puis à la Juventus. Maintenant, là, c'est pas Al Nassr, ainsi de suite. Vous voyez une femme pareille. Elle a joué dans des terrains. Maintenant, vous êtes Kawaya. Elle vous prend en mariage. Donc, vous allez faire des culbutes. Elle voit Cristiano, elle voit Messi, elle voit... Voilà, ça va poser un problème. Là, il faut être au même niveau. Et généralement, lorsque la femme dit la vérité à l'homme, ça pose un problème. Voilà. Tous les conseillers conjugaux devraient être bien armés dans cette matière. Ça, c'est un problème d'inexpérience sexuelle. Et devant un problème d'expérience sexuelle, on fait quoi? C'est la formation. C'est l'éducation qui est la solution ou la panacée ou les médicaments. Il faut lui apprendre, mon ami. Voilà, quelle que soit la femme, quel que soit son âge. Voilà. Parce qu'il y a aussi un problème d'écart entre les deux. Voilà, vous avez 60 ans, vous prenez une jeune fille de 20 ans en mariage. Ça va poser problème. Ah oui. Mais vous avez 23 ans, vous prenez une fille de 22 ans. Ça va également poser problème. Parce que sur le plan psychologique, la femme est plus forte. Quand on donne les lauréats là,
80%, ce sont des filles. Hein? Parce que les gens ne savent pas. Hein? Il ne faut pas museler les femmes. Les chromosomes X de la femme, les chromosomes X là, ça vaut plus de 6 fois les chromosomes Y. Donc, quand on est au monde femme et homme, elles ont déjà une longueur d'avance. Alors, il faut être humble pour voir son médecin et savoir réellement comment on fait les rapports sexuels. La femme, c'est plus de l'automatisme. Et quand elle va puiser de l'eau au robinet, tout ça, facilement, elle voit sa mémie, elle voit des grandes personnes, et elle s'informe. Sa camarade lui dit, voilà, non, voilà, hein, voilà, voilà. Donc, là, c'est comme ça, généralement, qu'elle se moque de nous. Ah, lui, là, après un coup, il est KO, il commence à ronfler. Et c'est de plaindre. Et là, on ne se gêne pas, il n'y a pas de secrets conjugaux dans ce cas-là. Donc, la première cause qu'on a toujours eue, c'est l'inexpérience sexuelle. La deuxième cause, c'est un problème purement psychologique. Vous savez que soit la femme que soit l'homme, on a tous des problèmes psychologiques. Mais chez la femme, c'est beaucoup plus subtil. La femme, elle est cyclique. Elle a une ovulation, si elle n'est pas enceinte, si elle n'allait pas, une fois le mois. Après l'ovulation, dans les 12 jours qui viennent, tout ça, elle aura des règles. Pendant les règles, elle fonctionne autrement. Après, elle va passer la phase folliculaire, ainsi de suite. C'est toute une autre personne. La femme, là, quand elle n'a pas encore mis au monde, c'est toute une autre personne. Dès qu'elle tombe enceinte, c'est aussi. Voilà. Dès qu'elle met au monde de la lettre, c'est notre problème. La même femme-là, après 43 ans, 44 ans, elle devient ménopausée. Il y a des choses qui se passent tout naturellement chez elle. Si le mari n'est pas informé, il peut facilement devenir Mike Tyson, parce qu'il faut comprendre comment elle fonctionne. Et ça peut avoir des répercussions. D'où l'homme aussi, il doit connaître la psychologie et la physiologie de sa femme. C'est important. Maintenant, en dehors des causes psychologiques, il y a des causes organiques, des infections. Il faut des antibiotiques, ainsi de suite. Alors, si au-delà de tout, on ne trouve pas de causes, là, on peut parler d'une dysfonction idiopathique ou essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. Et là, on peut forcer, on peut rééduquer la personne. Là, on peut donner un produit que la personne prendrait, par exemple, 1 heure, 30 minutes avant d'aller au lit. Et là, de manière régulière pendant autant de jours. C'est très important. On peut ajouter aussi des produits qui permettent de normaliser. Pourquoi? Parce que le produit qu'on donne là chaque fois, ça peut rendre dépendant. Une addiction qui commence par une tolérance et puis il y a une accoutumance, ça finit par une dépendance, à la fois physique et psychique. Donc lorsqu'on n'utilise pas ce produit, on ne fera pas bien le rapport. C'est le piège qu'il faut éviter. Le rapport sexuel, c'est comme boire de l'eau. Ça doit être naturel. C'est comme marcher. Ça doit être automatique. Mais s'il faut être boosté tout le temps, ah là, on développe une incapacité, une invalidité. Hein? Chaque fois qu'il faut faire un rapport, il faut boire. Ce n'est pas une bonne chose. Les pharmaciens, ils ont des secrets. Non, mais attention, hein, vous savez, le problème malboumaché aussi, c'est un autre problème. On n'a pas de pharmaciens dans nos pharmacies. Ce sont des tenanciers des pharmacies. Et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Même s'il faut tuer, ce n'est pas un problème. Lui, il aura besoin de son argent. Voilà, à moins que vous ayez un petit mot. Oui, mon petit mot, le voici. Oui. Vous savez, je suis à Lubumbashi. On se voit, on consulte ça et là. Mais il y a des gens qui sont avec ces problèmes-là. Mais surtout les hommes. Oh, je ne vais pas me tromper, c'est bien, on n'encourage pas l'infidélité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette femme-là soit satisfaite? Vous savez, vous pouvez donner des millions à une femme. Vous pouvez construire pour elle des buildings, des bunkers. Vous pouvez payer des avions pour elle. Mais sur le plan sexuel, elle risque de vous tromper avec un jardinier. Voilà, à l'époque, des rois anciens avaient des eunuques, non? On leur faisait une castration. Comme ça, ils devenaient gros comme des gorilles. Mais finalement, le rapport sexuel, ce n'est pas seulement les pénis. On peut le passer avec les doigts. C'est aussi un viol. Je ne suis pas juriste. C'est important. Alors, qui qu'on soit, où qu'on se trouve, puisqu'on est marié, puisqu'on a une femme, surtout si on est polygame, c'est un danger. Hein? Alors, si on a sa partenaire, il faut la satisfaire. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir son médecin. Si on n'a pas de sexologues formés, on a des gynécologues, on a des urologues. Même le médecin généraliste, il peut prodiguer des conseils. Et au niveau de l'Église, les conseillers conjugaux devraient être formés. Vous savez, hein, moi, des fois, j'aime l'Église, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas, puisque il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Hein. Il ne faut pas se lever un matin, non, tu gères telle commission alors qu'on ne maîtrise rien. On peut ajouter plus de douleur au malheur des couples, ainsi de suite. Il faut maîtriser bien les choses, ainsi de suite. Et quand ça ne va pas, il faut venir, on consulte. Nous en profitons généralement lorsque la femme est enceinte, lorsqu'on conduit les consultations prénatales, et même après avoir accouché, les consultations
du nourrisson sain ou bien les CPS, les conseils préscolaires, on leur parle de la sexualité parce qu'une femme enceinte, plus la grossesse avance, il y a des postures qu'elle ne peut pas utiliser pour un rapport sexuel au risque de mettre en péril le produit de ses entrailles. Là, on en profite pour en parler. Mais l'Église, on a par exemple tous les jeudis, que sais-je, des réunions des femmes. On peut leur parler, il faut une rubrique spéciale, surtout les jeunes mariés, les réunions des hommes. Hein, sincèrement, ce n'est pas la pédagogie, c'est l'andragogie. Avec les hommes, on ne doit pas leur manquer de respect, mais il y a une façon de leur parler. Parce que nous, ce qu'on a en tant que cliniciens, praticiens hospitaliers, lorsqu'il y a un problème de couple sur le plan sexuel, rarement les hommes viennent. C'est un problème sérieux qu'on a. Les hommes, rarement, ils viennent. Et les femmes ne savent pas sur quel pied danser. Voilà, il faut venir consulter. Des traitements existent même localement. On peut résoudre le problème. Et j'espère pour bientôt ouvrir mon cabinet médical avec une spécialisation par rapport aux troubles sexuels. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais il faudra noter qu'une faiblesse sexuelle, une éjaculation précoce n'est pas une fatalité. Oui. Tout peut être guéri. Je m'excuse de profiter de votre antenne. Hein. Vous savez, nous, on est médecins, mais on n'a pas de moyens. Mais s'il y a des gens qui ont des moyens qui peuvent nous aider, c'est une bonne chose. Très bonne chose, attention, on va sauver des vies. On va protéger des couples. Parce que parmi les problèmes du couple, à la base du divorce, d'infidélité, dans plus de 40%, c'est attrait au sexe. Oui. Merci beaucoup. Nous vous retrouverons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Merci à Tété Ntoumba qui est juste en face de moi. Merci également à Lorraine Moukonkole qui gérer ces caméras. Merci à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation et toute la grande équipe ITC Décor. Nous ne manquerons pas de remercier Mélissa Décor, bien sûr, pour ce beau cadre. Vous pouvez également nous contacter sur l'avenue du 30 juin, tout juste après le Petit Pont. Nous sommes disponibles. Voilà. Alors, avant de finir, docteur, nous avons 2 enveloppes ici. Vous allez nous faire plaisir d'en choisir une. Bon, je prends celle qui m'étend le bras. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Ah oui, c'est gentil, hein, je vais voir. Dois-je lire? Oui. Est-ce que vous pouvez lire le nom qui est? Docteur Albert Ntambwe. Vous le connaissez? Ah, docteur Albert, c'est mon maître. Vous l'appelez docteur Albert, là je confonds. Mais si c'est le professeur docteur Albert Ntambwe, celui-là c'est mon maître. Je lui dois du respect. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur lui dans 30 secondes? En tout cas, celui-ci c'est mon maître. Et tout ce que je peux dire de mon maître, c'est ce qui est positif. C'est une tête. C'est l'un des rares gynécologues obstétriciens qui font tout. Il opère correctement, il consulte correctement, il passe ses échographies correctement, il fait de la gynécologie correctement, il fait de l'obstétrique correctement. Et en plus, il a une thèse en santé publique. Donc, c'est un homme de terrain. Quand on dit la santé publique, on voit la prévention des maladies. Alors, il est touche à tout. Et quand vous le voyez, c'est un blanc. Moi, j'aime le voir comme un blanc. C'est un blanc, Prof Albert Ntambwe. C'est un blanc. Et c'est mon maître. Je lui dois du respect. Merci beaucoup. Bye.